Eh bien, bonsoir à tous. Pour ce soir, nous pouvons commencer par dire que lorsqu'on regarde le monde, nul ne peut nier que la souffrance est au premier plan. La population mondiale est confrontée aux guerres, aux dictateurs, à la famine, aux conditions économiques et sanitaires déplorables, et vivent dans la peur du lendemain. Depuis un an, les conséquences de la pandémie en sont aussi un douloureux témoignage. En comparaison, l'intitulé de notre thème annuel, Chérir le monde et servir la vie, peut paraître bien loin de la réalité vécue. Mais nous sommes en fait au cœur du sujet. Parce que c'est dans les moments les plus difficiles, ceux où on s'interroge particulièrement sur le sens de tout cela, que nous devons voir au-delà des apparences et faire des ponts entre l'intérieur et l'extérieur pour chérir le monde et servir la vie. Nous avons vu, lors de la première conférence de cette année, que chérir le monde, c'est tout d'abord l'accepter tel qu'il est, c'est-à-dire admettre la présence d'un but, d'un projet, d'une intention fondamentale, d'un plan. Je dis admettre au sens où on admet une hypothèse de travail à vérifier. Car il n'est pas facile du tout d'entrer dans le sens profond de cette intention fondamentale qui répond à ce que les religions ont autrefois appelé la volonté divine. Lors de la première conférence cette année, nous avons évoqué la nécessité pour l'humanité de comprendre de mieux en mieux cette volonté essentielle. Et c'est ce que nous allons continuer de faire ce soir. Il y a 2 mois, en se demandant quel poisson pilote avec les énergies poissons, nous avions vu combien il est difficile d'y voir clair à ce propos, tellement les informations qui se trouvent derrière les apparences ne sont pas du tout évidentes, sont contradictoires et souvent bien embrouillées. Le fil conducteur de l'intention qui se trouve derrière les apparences n'a rien d'évident et ne s'appréhende pas du tout facilement. Les énergies de printemps, pourtant, sont le moment idéal pour progresser dans notre compréhension de cette volonté supérieure, parce que c'est essentiellement de cela qu'il nous est proposé de travailler. Que dire de la volonté globale? Eh bien, comme nous l'avons souvent dit, les religions du monde ont enseigné, par le passé, les qualités de lumière et d'amour. Et elles mentionnent la volonté de Dieu, mais sans pouvoir en dire quoi que ce soit. Elles demandent donc que la volonté humaine se conforme progressivement à la volonté de Dieu, mais sans comprendre, en s'y donnant en toute confiance et avec la certitude intérieure que cette volonté divine est tout ce qui est de meilleur pour l'humanité. À noter que ce n'est pas du tout une rétention d'informations de la part des religions, mais à l'époque où elles ont été élaborées, le moment n'était pas du tout venu d'enseigner cela à l'humanité. À présent, par contre, nous pouvons aborder cet enseignement et il nous faut chercher une autre interprétation de cette volonté de Dieu qui ne se fasse pas dans un acquiescement aveugle. Au contraire, nous avons maintenant à chercher une approche qui soit à l'origine d'une collaboration compréhensive de l'humanité, donc avec ce plan divin. En cherchant à comprendre cette volonté, il ne faut pas perdre de vue que la réalité avec un R majuscule est au-delà de notre approche intellectuelle. Par exemple, on dit que le plan consiste à unifier esprit et matière, ou bien, dit autrement, à ce que la matière se révèle en tant qu'esprit. Mais tout ceci reste théorique et assez vague, car nous ne savons pas par expérience intime ce que sont réellement l'esprit et la matière. On n'a aucune expérience individuellement. On dit également, et ceci est beaucoup plus proche de nous quand même, de notre compréhension possible, qu'il nous faut instaurer l'amour sur Terre, c'est-à-dire l'unité de tout partout. Certes, nous en avons une certaine représentation, un certain vécu. Mais la véritable compréhension intuitive de cette réalité nous échappe certainement encore. Mais bon, en tout cas, ça peut représenter un point de départ pour adhérer le plus intelligemment possible à ce plan divin. Nous sommes en fait en ce moment en train de vivre 3 mois de vie intense de cette énergie de volonté. L'énergie des poissons vécue il y a 2 mois en était déjà porteuse. C'est elle qui nous incitait à développer la vision claire et à nous engager, comme nous l'avions vu, dans ce qui doit être. Puis, le mois dernier, l'énergie bélier que nous avons vécue, justement ce mois-ci, présentait à nouveau cette énergie de volonté essentielle. Et c'est pourquoi nous avons vu l'importance de faire silence pour s'imprégner des vibrations de cette énergie afin de la décoder,
de la traduire pour pouvoir ensuite la mettre en œuvre. Faire silence pour penser en étant inspiré par cette énergie qui cherche à indiquer où l'humanité doit aller et comment y aller. Faire silence pour que nos pensées soient véritablement créatrices et non destructrices. Enfin, pour le 3e mois, maintenant, l'énergie taureau, que nous allons vivre ce mois-ci, eh bien, elle va nous replacer en travail avec cette énergie puissante. Elle est en fait le sommet spirituel de l'année, et ce mois-ci, nous nous préparerons à recevoir une impulsion de cette énergie de volonté pour pouvoir la mettre en œuvre tout le reste de l'année, mais ça, nous en reparlerons plus tard. Tout ça, donc, nous donne des perspectives intéressantes, des perceptions d'un but qui nous dépasse. Mais si nous en restons à ces conceptions et à ces considérations abstraites, nous pourrions passer complètement à côté de l'intérêt qu'il y a à travailler avec cette énergie de volonté-puissance. Aussi, il est intéressant de comprendre comment cette énergie, appelée aussi le rayon 1 de volonté-puissance, accompagne l'humanité sans qu'elle s'en rende compte tout le long de l'involution et de l'évolution. Voilà une liste de 10 mots qui tentent d'exprimer cette énergie de volonté à l'arrière-plan de la manifestation du processus évolutif. Certains sont abstraits, et puis d'autres nous sont bien connus au quotidien. Volonté, pouvoir, désir, aspiration, direction. Motif, intention, impulsion, stimulant, plan. 10 mots très intéressants, et on perçoit bien à travers ces mots la force originelle qui est derrière tout ça, l'impulsion de cette volonté. Alors, quand on voit à quel point l'humanité ignore à peu près tout de ce plan, on pourrait croire qu'elle est complètement en errance, sans du tout savoir où elle va, et que finalement l'humanité va demeurer dans cet état tant qu'elle n'aura pas découvert l'énergie de volonté, donc qui révèle le plan fondamental. Mais il n'en est rien. En effet, comme on va le voir, à chaque stade de sa progression, à chaque stade de sa construction, l'humain est conduit par la qualité de volonté de l'âme, dont il n'a pas encore conscience, à travers des manifestations qu'on pourrait appeler pédagogiques, adaptées à son niveau de conscience, et qui l'amènent dans la direction voulue par la volonté supérieure. On en a souvent parlé, mais c'est peut-être intéressant à nouveau de mettre en évidence les 3 stades principaux de la manifestation de la volonté fondamentale dans l'histoire humaine, et de montrer ainsi à quel point cette volonté elle est omniprésente, même si on n'en est absolument pas conscient. Quels sont-ils? Eh bien, le premier stade d'expression de la volonté fondamentale, ça n'est rien d'autre que le désir. Bon, alors, le désir comme expression de la volonté divine, cela peut surprendre a priori. Mais il faut se souvenir qu'au cours de milliers de vies, l'humain doit tout d'abord construire ses différents corps et les rendre performants. Tout d'abord instinctif, le désir va devenir de plus en plus conscient, choisi, de manière à amener les corps physiques, émotionnels, mentaux à satiété. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à ce processus que le moi se construit et se renforce de vie en vie. Voilà pourquoi on l'appelle le stimulant vital majeur. C'est vraiment ça qui nous oblige à aller de l'avant et à ne pas stagner. C'est grâce à ça qu'on ne stagne jamais, même si quelquefois on a l'impression qu'on n'avance pas vite. Alors, il est vrai que vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme un grand n'importe quoi, comme une croissance sans frein du désir, dans ce qui apparaîtrait comme une course infinie à se procurer tout ce qui nous semble manquer. Mais pourtant, cela fait bel et bien partie du plan, que de réussir à doter le corps émotionnel de toute la palette d'expériences nécessaires à son fonctionnement, puis de parvenir à acquérir toutes les connaissances par lesquelles le mental va apprendre progressivement à réfléchir, puis à penser. Résultat, lorsque le moi est construit, le processus de vie s'affirme alors clairement par la volonté personnelle. La volonté personnelle, qui n'apparaît pas du tout d'ailleurs, tant que le moi n'est pas construit. Tant que le moi n'est encore tout à fait incomplet, il n'y a pas du tout cette volonté capable finalement de renverser les obstacles dans notre vie personnelle. Alors on voit alors surgir des plans de vie individuels, ce qui semble totalement contradictoire avec la notion de plan global. Mais
c'est un passage indispensable puisque c'est le but même de l'involution et qu'il faut donc absolument passer par là. Après plusieurs centaines de vies, le désir d'avoir toujours plus, dans quelque domaine que ce soit, ne fait plus sens pour l'être humain, ou en tout cas de moins en moins, parce qu'il est parvenu à une certaine satiété. L'énergie de volonté le pousse alors dans une direction nouvelle qui lui permet d'avancer l'évolution et la deuxième expression de la volonté divine. C'est là que le désir devient progressivement aspiration, donc deuxième manifestation de la volonté. Aspiration à changer ses valeurs, pour épouser progressivement les valeurs de l'âme que l'humain découvre consciemment. Vous remarquerez que c'est toujours un désir personnel d'évolution, mais c'est un désir transformé, qui amène l'humain à rechercher une autre volonté, un autre plan, donnant un sens très différent à l'existence terrestre. Cette réorientation majeure fait connaître naturellement à l'humain les affres de la dualité entre les désirs du moi, encore très présents, car développés depuis des milliers de vies, et l'aspiration à des valeurs nouvelles et impersonnelles. Mais là aussi, on va y revenir. Désir et aspiration sont donc les deux grands moteurs de la mise en œuvre du plan sur Terre. Ce sont les deux grandes expressions pédagogiques du plan divin et nul n'y échappe. Et finalement, c'est pourquoi il n'est pas étonnant du tout que les deux grands enseignants que sont le Bouddha et le Christ se soient complètement penchés sur ces deux idées majeures. Tout d'abord, le Bouddha a clarifié à travers ses 4 vérités fondamentales la nature du désir. Il a souligné combien l'humain en était captif et aliéné, et combien il était en souffrance du fait de ses désirs. Souffrance due aussi bien à l'impossibilité d'acquérir tout ce que l'on désire, qu'à la perte inévitable tôt ou tard de ce que l'on a acquis. Donc de toute façon, dans les deux cas, il y a souffrance. Et il enseignait la méditation pour apprendre à aller au-delà. Et le Christ, quant à lui, a complètement mis l'accent sur la transmutation du désir en aspiration, aspiration vers l'amour, et à s'en remettre progressivement à ce qu'il appelait la volonté du Père. On voit donc comment à travers ces deux enseignants, on va retrouver toute la pédagogie de la volonté. Il y a une volonté fondamentale, il y a le Père, on commence par le désir, on la transmute finalement en aspiration, pour après arriver vraiment beaucoup plus vers ce qu'on pourrait appeler cette volonté fondamentale. Et cette aspiration, enseignée par le Christ, elle mène donc à la troisième phase qu'on pourrait appeler la direction, qui est celle de la reconnaissance du plan global auquel l'humain doit collaborer. Nous reconnaissons alors la direction que doit suivre l'humanité, d'une manière assez évidente. Lors de cette troisième phase de direction, nous comprenons que ce plan doit se dérouler sur Terre, pas à construire à vouloir rejoindre une espèce de paradis. Ça se construit sur Terre en rapport avec toutes les formes existantes, avec toutes les formes de vie. L'humain comprend qu'il n'est pas là pour lui-même, mais pour faire progresser la qualité d'amour dans toute la manifestation. Désir, aspiration, direction sont vraiment les 3 mots qui résument toute la pédagogie de l'énergie de volonté. Après avoir construit ses corps grâce au désir, l'humain rejoint progressivement l'âme qu'il est grâce à l'aspiration. Et enfin, c'est en tant qu'âme alliée à la personnalité qu'il va collaborer à la mise en œuvre du plan sur Terre. Du coup, nous sommes bel et bien corps et âme en éveil, ce qui est le titre de ce soir. Tous les corps sont mis en éveil par le désir, puis progressivement l'âme, et pour arriver finalement à cette direction où les deux sont là et vont devoir être indispensables pour pouvoir collaborer à la création. C'est intéressant de voir que cette progression universelle pour l'humanité marque l'omniprésence de l'âme et de son rayonnement d'énergie, de volonté. En effet, personne dans le monde ne régresse. Même si parfois des accusations de régression s'adressent aux personnes qui souhaitent la décroissance. En réalité, il n'en est rien. Il y a décroissance de l'avoir, mais pour une croissance de l'être, et en aucun cas il n'y a régression. Personne, si on réfléchit bien, ne choisit ou ne prend la voie qui consiste à retourner en involution, après avoir connu le début de l'évolution. Personne et aucun groupe humain ne choisit de voies différentes. Ce qu'on peut constater, c'est que chacun en est à un stade particulier de cette grande école de la vie, ou de ce grand chantier école, comme nous l'avons appelé justement lors de la première conférence. Mais chacun va dans la même direction. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais
ça paraît tellement évident que l'on ne songe généralement pas à s'interroger sur cette unanimité de direction et à en tirer les conséquences, qui est d'une certaine manière la preuve évidente qu'il y a bel et bien un plan. Imaginez s'il n'y avait pas du tout de plan, toutes les expériences de direction totalement différentes que l'humanité aurait très bien pu expérimenter. On aurait affaire à des choses tout à fait différentes, vraiment extraordinairement multiples. Là, pas du tout. On retrouve une unanimité de direction, simplement chacun étant à un stade différent. Alors, comment constater les progrès de l'humanité par rapport au plan? On pourrait le faire en constatant les effets d'une loi en rapport avec cette énergie de volonté de rayon 1 qu'on appelle la loi de vibration. Cette loi indique que tout ce qui est matière dense vibre lentement, alors que tout ce qui est en rapport avec l'esprit vibre rapidement. Et cette loi nous enseigne que c'est en apprenant à vibrer de plus en plus vite, c'est-à-dire en rendant la matière qui nous compose de plus en plus subtile, en la raffinant en nous et autour de nous, que nous participons à l'union progressive entre l'esprit et la matière, parce que plus la matière va être raffinée, plus son unité avec l'esprit va pouvoir être possible. Mais, hélas, il faut bien remarquer qu'en réalité, nous sommes la plupart du temps incapables de voir l'évolution des rapports entre l'esprit et la matière, parce que c'est totalement abstrait pour nous, comme on disait tout à l'heure. Par contre, nous pouvons voir ces progrès à travers la progression des formes que compose la matière, qu'il s'agisse de formes humaines, sociétales ou autres, physiques, émotionnelles ou mentales. Cela, on peut effectivement voir, ça peut être un point de repère. Et en fait, on peut déjà constater justement ces progrès. En effet, nous pouvons voir combien depuis quelques centaines d'années, globalement bien sûr, nos corps sont plus fins, nos sens sont plus affûtés, notre sensibilité est beaucoup plus grande et subtile. Combien nos relations s'élargissent à l'humanité et aux autres règnes, et enfin combien notre mental peut s'épanouir. Et cela vaut également pour le développement de la société qui progresse à tout niveau, dans ses relations, dans ses mœurs, dans ses comportements. Mais attention, ne nous trompons pas. Arriver à établir des formes parfaites n'est pas du tout le but de l'évolution. Ça n'est pas du tout le but du plan global. C'est juste le moyen révélateur. C'est juste notre moyen de travail. Les formes ne sont pas le but, mais le tableau d'affichage de ce qui se vit intérieurement. Lorsque l'humanité aura construit un monde d'harmonie totale sur Terre, à tout point de vue, cela révélera qu'elle sera parvenue à vivre en tant qu'âme, en tant qu'amour unité, et que sa mission d'unification esprit-matière touche à sa fin. C'était une petite parenthèse, mais elle est importante. Revenons-en à notre capacité de constater les progrès de l'humanité par rapport au plan. Puisque les formes nous révèlent l'état d'avancement du plan, la réponse progressive de l'humanité à la volonté essentielle. Voyons ce que deviennent les attitudes créatrices lors des trois grandes expressions de la volonté: désir, aspiration et direction. Le désir. Il amène progressivement, comme nous l'avons vu, à maturité le moi, la personnalité humaine, avec ses plans de bonheur individuel. Il en résulte la société de consommation et de loisirs que nous connaissons bien actuellement. Cet état de conscience amène à l'égoïsme, à l'égocentrisme, c'est-à-dire à ce que l'homme se perçoive au centre de tout, et qu'il devienne persuadé que c'est à chacun d'inventer son propre plan d'existence, et qu'il revient à l'humanité d'inventer sa raison d'être sur Terre, puisque rien d'autre n'existe. Après quoi, ils peuvent philosopher effectivement sur l'absurdité de la vie. Mais n'oublions pas que c'est un passage obligé. Alors, jusqu'à la moitié du XXe siècle, il est vrai qu'on pouvait parfaitement désespérer de l'humanité, être découragé par la puissance du désir qui l'a mené à vivre les 2 guerres mondiales. Et dans les années 50, il fallait véritablement être clairvoyant pour ne pas désespérer et comprendre que par la souffrance, l'humanité apprenait la leçon douloureuse de la transformation du désir. Cet apprentissage a ouvert bon nombre de consciences dans cette première moitié du XXe siècle et très certainement accéléré le mouvement de transformation du désir en aspiration. On le constate justement aujourd'hui, chaque jour, le sens des valeurs est en train de changer. L'aspiration amène peu à peu l'humain à se décentrer de lui-même. Il prend conscience de l'importance des valeurs immatérielles. Il réalise l'importance de l'ensemble des autres,
et de l'âme dont il devient conscient. Et c'est un point évolutif important, ça, parce que c'est tout à fait différent de la croyance en l'âme, enseignée par les religions, et que l'on admettait parce que ça faisait partie des articles de foi. Là, il faut vraiment comprendre que ça, devenir conscient de l'âme, c'est pas simplement croire en l'âme. L'aspiration croissante de plus en plus d'humains agit comme un stimulant évolutif dans notre civilisation. Et alors, une nouvelle motivation apparaît, appelée la bonne volonté. La bonne volonté avec la volonté de bien, volonté de bien, que nous verrons juste après, ce sont deux attitudes fondamentales que nous avons étudiées en détail l'année dernière lors de la conférence, je crois que c'était en septembre, la conférence L'avenir du genre humain, que nous avons consacrée justement à étudier en détail ces deux aspects-là. La bonne volonté et la responsabilité vis-à-vis de l'ensemble sont les deux expressions premières du contact avec l'âme. Ah, c'est vraiment intéressant de voir que ça surgit automatiquement lorsqu'on commence à avoir ce contact avec l'âme. La bonne volonté, on pourrait la définir comme une volonté d'unir, une volonté de réunir ce qui est séparé, antagoniste, en mettant l'accent sur ce qui est en commun, et non en mettant l'accent sur les différences, en mettant l'accent sur ce qui unit et non sur ce qui sépare. La bonne volonté, ça implique de renoncer à se battre pour ou contre des idées, et à promouvoir la compréhension aimante, le respect mutuel et la reconnaissance de chacun. Comme on peut le voir, cet état de conscience est déjà largement à l'œuvre actuellement et contribue à sortir l'humanité de la phase égocentrique dans laquelle elle était complètement immergée. C'est là que nous pouvons dire, oui, chérir le monde et servir la vie, ça existe, on y est déjà. Enfin, lorsque l'aspiration devient clairement la direction indiquée par la volonté essentielle, donc notre troisième terme, lorsque la direction évolutive du dessin planétaire est perçue, alors les humains appliquent ce qui est appelé la volonté de bien. Ceux qui la pratiquent sont absolument persuadés de l'existence d'un plan. Ils pressentent tout à fait intuitivement la direction évolutive pour l'humanité, la Terre et éventuellement l'univers. Et ça, que ce soit par conviction ou par connaissance religieuse, ésotérique, philosophique ou scientifique. Les personnes qui se consacrent à ça engagent complètement leur vie à servir l'humanité et la planète Terre selon ce plan vers l'harmonisation et vers les justes relations. Voilà comment, à travers ces trois phases de désir, aspiration et direction, cette grande énergie de rayon 1 de volonté puissante amène l'humanité à remplir le rôle qui est le sien, et ce la plupart du temps sans que nous en ayons conscience. Et comment, à travers toute cette évolution, eh bien, il faut bien se rendre compte que le principe de vibration, la loi de vibration, est à l'œuvre et que le raffinement de ce que nous sommes, de ce que nous touchons, est véritablement à l'œuvre. Nous pouvons le percevoir par cette sublimation progressive du monde des formes. D'ailleurs, cette histoire de plan qui nous amène, cette volonté qui nous amène toujours là où ça doit être, ça peut nous interroger quelque peu sur la notion de liberté. Si nous prenons les vies une par une, nous pouvons constater qu'en fait nous jouissons de la liberté. On peut organiser nos vies comme nous voulons, on a la liberté de le désirer, exactement ce que nous voulons, comme nous voulons. En tant que personnalité, nous sommes libres. Par contre, force est de constater que sur le long terme, en tant qu'âme, un fil nous conduit inexorablement à ce que nous avons à réaliser sur Terre. C'est ce que nous avons appelé la fameuse courbe d'involution et d'évolution, et on n'y échappe pas. Mais il ne faut pas y voir ici un manque de liberté, mais plutôt le résultat de l'engagement de l'âme que nous sommes, librement consenti bien avant notre première vie sur Terre. Et ça, c'est ce qui apparaît nettement au fur et à mesure que nous retrouvons notre conscience d'âme. Mais tant que nous n'avons pas vraiment retrouvé cette conscience, notre personnalité peut récriminer qu'elle n'est pas libre. En fait, ce qu'il faut découvrir surtout, c'est que la personnalité n'est pas véritablement libre de l'âme que nous sommes, dont elle dépend intimement, et de ses engagements. En fait, nous sommes un être bicéphale, nous sommes les deux, nous sommes l'âme et la personnalité. Là, effectivement, la personnalité n'est pas libre de l'âme et de ses engagements depuis très 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 longtemps. Alors on pourrait dire que ces trois grandes phases que nous venons de voir dessinent à grands traits l'histoire de l'évolution de l'humanité.
Mais si nous entrons dans les détails, nous pourrions retrouver à chaque petit pas cette puissante énergie qui pousse l'humain au quotidien à ne pas en rester là où il en est et à progresser dans la direction de ce pourquoi il est là. Est-ce que là se passe facilement et sans douleur? Bien sûr. Non, je plaisante. Non, non, non. Ça ne se passe pas du tout facilement et sans douleur. Il y a un conflit constant entre ceux qui cherchent à progresser et ceux qui cherchent à demeurer en l'état. Un conflit avec des habitudes, le confort, les acquis, le connu qui nous habite très fortement. Et donc c'est ce qui peut apparaître en nous en cette période de printemps, pendant laquelle cette énergie de volonté est particulièrement présente. Nous pouvons sentir les contradictions en nous entre des forces qui nous amènent de plus en plus vers l'avant, à mettre en œuvre la bonne volonté, à laisser de côté nos plans personnels, et puis de l'autre les forces de la personnalité présentes et installées depuis si longtemps qu'en fait elles cherchent constamment à faire perdurer les plans individuels, les plans de bonheur personnel. Voilà pourquoi l'humanité, suite à cette impulsion constante d'énergie de volonté, va forcément se trouver en prise avec un autre principe fondamental qui est le principe de conflit. Allons bon. Qu'est-ce que le principe de conflit? C'est souvent une des raisons de ne pas chérir le monde du tout. Car où que nous regardions, et on a jeté un petit coup d'œil tout à l'heure, il semble n'y avoir que des conflits. Depuis que le monde existe, même si certaines formes ont varié, l'agressivité, les conflits, les guerres semblent ne jamais devoir abandonner l'humanité. Nous rêvons souvent d'un monde de paix, et nous militons aussi parfois pour que cette paix survienne, mais en fait, le conflit ne disparaît jamais. Lorsqu'il semble quitter un terrain, c'est aussitôt pour en occuper un autre. Par exemple, dans certaines régions, lorsque les guerres cessent, c'est aussitôt pour faire place à des conflits nationaux, des conflits sociaux, ou alors des conflits de voisinage ou des conflits familiaux. Et puis enfin, quand nous ne sommes plus confrontés à ces conflits extérieurs, nous découvrons que le conflit occupe notre vie intérieure. C'est important parce que lorsque nous chérissons le monde et que nous voulons servir la vie, c'est souvent une des premières choses à laquelle nous pensons. Amener un peu plus de paix dans notre vie, en nous et autour de nous. Mais pourquoi est-ce que ça paraît si difficile et voire impossible? Parce qu'en tant qu'humanité, quatrième règne de la nature, nous sommes particulièrement en prise avec ce principe de conflit. En effet, c'est un principe fondamental qui est en rapport avec l'énergie du rayon 4, oui, quatrième règne de la nature, rayon 4, appelé harmonie par le conflit, et qui ne touche pas d'ailleurs les autres règnes de la nature de la même manière. En effet, les animaux, les végétaux, les minéraux ne connaissent pas cette énergie de conflit comme la connaît l'humanité. Même si à la suite des thèses de Darwin, on a pu croire à un moment donné qu'il existait un conflit permanent partout dans la nature, les recherches les plus récentes nient complètement cette histoire et n'y voient qu'une coopération généralisée. Bien sûr, il faut parfois tuer pour manger, mais ça fait partie de l'instinct de nourriture et non pas du tout de l'instinct de conflit. D'ailleurs, c'est aussi ce que fait l'humain. Il tue aussi pour manger, et cela ne fait pas du tout partie de son conflit. En fait, il faut bien réaliser que ce principe de conflit, comme nous venons de le voir, il est intimement relié au principe de volonté fondamentale que nous venons de développer. Il est complètement relié au principe d'affirmation d'un plan. Or, les règnes subhumains, qui n'ont pas encore développé la conscience d'eux-mêmes, ni la capacité de penser, n'ont pas accès à cette énergie de volonté fondamentale. Ils suivent une ligne d'évolution qui est beaucoup plus lente et qui est ce qu'on appelle la ligne de moindre résistance, qui ne les met pas du tout en situation d'être en conflit. Par contre, l'humanité est constamment poussée vers l'avant par cette énergie de volonté, de dessin. Et chacune des trois phases d'expression de la volonté que nous venons de voir va entraîner des conflits spécifiques. Avant d'entrer dans les détails, précisons quelque chose d'important. Il faut concevoir que lorsqu'on parle de conflit, cela n'évoque pas forcément des guerres, mais toutes sortes de confrontations qui peuvent être aussi bien extérieures qu'intérieures. Et ça comprend aussi les frictions, les malaises, l'insatisfaction profonde. Mais il faut vraiment élargir la notion de conflit, c'est un peu le principe. Mais nous, ça peut revêtir des formes tout à fait méconnues, et c'est souvent important d'y réfléchir pour nous-mêmes, en quoi est-ce que, lorsqu'on apparaît totalement en paix et tranquille,
où se cache en nous le conflit. Alors, commençons par examiner un peu point par point sur les 3 points que nous avons vus, et donc commençons par les conflits liés au désir, première expression de la volonté. Alors, dès qu'il s'agit d'avoir plus, d'envier, de vouloir prendre, s'emparer, voler, il est certain que le conflit est là. Que ce soit à l'échelle personnelle, que ce soit à l'échelle nationale ou que ce soit à l'échelle internationale, le désir entraîne dans son sillage des conflits perpétuels. Et c'est en quelque sorte l'histoire passée de l'humanité et malheureusement encore une bonne partie de son présent. À noter qu'on réduit parfois le désir d'avoir, de posséder, à l'accumulation de richesses ou à l'avarice. Mais c'est oublier que avoir, acquérir, sont des fonctions tout à fait fondamentales à l'élaboration de l'être, surtout dans nos 30 premières années. Qu'il s'agisse de relations, d'expériences, de connaissances, de compétences, d'argent, il faut avoir plus pour être plus. Et c'est encore plus fort dans notre société actuelle, si tu n'as rien, tu n'es rien. Si tu n'as pas de compétences, si tu n'as pas de formation, si tu n'as pas de relations, si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien du tout. Et on voit bien cette obsession d'avoir, pas pour avoir. C'est pas avoir, c'est avoir pour être. Naturellement, cette attitude égocentrée ne peut qu'enclencher, comme nous pouvons le voir, des confrontations, des conflits de tous ordres, tant dans notre environnement proche que dans la société, et en nous-mêmes d'ailleurs, parce que nous sommes complètement tenaillés par le désir de réussite, la peur de l'échec et le désir de reconnaissance. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, qu'est-ce qui n'est pas conflictuel extérieurement ou intérieurement dans notre vie? Fort peu de choses, assurément. Depuis l'enfance, en passant par l'école, puis le monde du travail et la vie en société, tout est une confrontation continuelle. En témoignent par exemple tous les films. Alors on pourrait regarder tous les films de guerre, tous les films d'aventure, tous les films comme ça où les gens se confrontent les uns aux autres. Ça paraît évident. Mais même les films psychologiques. On voit vraiment que des gens qui sont en prise avec une dualité, ceux qui cherchent des notes d'accord, qui accentuent les désaccords, ceux qui recherchent l'harmonie. Même les films comiques. Louis de Funès passe tous ses films à être en conflit avec tout le monde, et ça fait rigoler tout le monde. Regardez bien tous les films, ce ne sont que des confrontations. Sinon, ça n'intéresserait personne. Toutes les séries à la télévision, et je ne parle pas simplement des séries policières, où là, bon, le conflit est évident, mais si vous regardez bien toutes les séries telles qu'elles sont présentées, y compris historiques, c'est que des confrontations, c'est que des conflits en permanence. On pourrait souligner naturellement les compétitions sportives, les débats, la vie politique, la vie des religions entre elles, toutes les divergences qui existent entre toutes les théories par exemple des sciences humaines, les divergences et les confrontations entre les différentes théories psychologiques, médicales, éducatives, etc., etc. Les conflits sociaux, nationaux, internationaux. Rien n'échappe au principe de conflit. Tout dans l'existence humaine est confrontation. C'est impressionnant de voir combien c'est notre vie quotidienne. Bon, alors ce constat peut sembler tout à fait désespérant. On pourrait dire, les bras m'en tombent, moi qui cherche à militer constamment pour la paix, de voir combien le conflit est omniprésent, c'est un peu surprenant. Mais en fait, loin d'être désespérant, il faut se rendre compte que c'est le moyen fondamental d'apprentissage pour l'humanité. C'est par la confrontation à l'autre, aux autres, et ceux de notre plus jeune âge, que nous allons apprendre progressivement la différence, le respect, la reconnaissance et finalement l'amour. Différence, respect, reconnaissance et amour. Et on doit cet apprentissage au principe de conflit. C'est par ces conflits incessants que nous allons apprendre à nous ajuster les uns aux autres, à connaître les autres, à découvrir ce qu'ils sont, à nous ajuster aussi à la nature, qui est notre partenaire de vie sur Terre. Et c'est par cela, c'est par toutes ces relations de confrontation que nous allons apprendre à être, en nous resituant par rapport à tout cet ensemble. Nous allons aussi progressivement à nous faire confiance et à faire confiance aux autres. Et c'est ainsi que progressivement, nous allons entrer dans de plus justes relations humaines et planétaires.
Tout ça grâce au principe de conflit. Alors quand même, on pourrait poser la question, mais comment sortir du principe de conflit et comment trouver l'harmonie? En fait, nous allons voir que le principe de conflit, c'est une école où on apprend la renonciation. Voyons cela en détail. Avant d'en arriver à la renonciation, nous allons voir que beaucoup d'autres stratégies vont se faire jour pour faire face au conflit. La première stratégie, face au principe de conflit, c'est toujours de combattre, de tenter d'être le plus fort, d'avoir raison, c'est-à-dire de faire disparaître l'autre polarité, et donc de jouir de l'harmonie, de l'unité, par élimination ou soumission de l'autre. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais là où nous en sommes dans nos vies, nous savons par expérience que ça n'est pas une solution. Mais comme parfois ça peut marcher momentanément, alors nous y croyons toujours un peu pendant un temps. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que ça fonctionne aussi au niveau international, et qu'on pourrait citer de nombreuses guerres récentes qui ont été déclarées au nom de la paix. Faire la guerre pour pouvoir instaurer la paix. On voit le mirage extraordinaire. Face à cette stratégie, que faire? Eh bien, il faut renoncer à combattre. Nous voyons là la renonciation. Renoncer à vouloir réduire l'un des deux termes du conflit, c'est une des leçons fondamentales que nous avons à apprendre. Et cette renonciation n'est pas facile à faire, tant la réponse agressive est engrammée dans l'humanité depuis fort longtemps. Alors heureusement, ou pas, je ne sais pas, d'autres stratégies cherchent au contraire à éviter le conflit à tout prix, ou alors à le traiter superficiellement pour tenter d'y échapper. Comment? Par exemple, en se désintéressant complètement du problème, car nous sommes persuadés que c'est de toute façon entièrement de la faute de l'autre et que nous n'y pouvons rien personnellement, donc il n'y a rien à traiter. Ça peut être fait aussi par l'évitement, la ruse, le faux semblant, le compromis, la concession, la négociation, qui permettent de rester soi-même, droit dans ses bottes, sans rien changer, tout en cherchant quand même à établir des relations harmonieuses avec les autres. Mais cette pseudo-harmonie est la plupart du temps une forme d'hypocrisie et qui n'apprend rien. Mais nous la pratiquons bien souvent parce que nous pensons que le conflit n'apporte jamais quoi que ce soit, puisqu'on ne peut jamais arriver à convaincre l'autre qu'il a tort et que c'est à cause de lui que le conflit arrive. C'est sûr que quand on est à ces considérations, on n'est pas prêt de résoudre le conflit. Là encore, apprendre à résoudre le conflit enseigne de nouvelles attitudes qui demandent toutes des renonciations plus difficiles les unes que les autres. Pour n'en citer que quelques-unes. Renoncer à croire qu'on a toujours raison. Ou au moins, renoncer à croire qu'on n'a pas souvent tort. Renoncer à se plaindre. Renoncer à se présenter en victime des autres, ou de quelqu'un, ou du gouvernement, ou du reste du monde. Renoncer à penser que les autres sont mieux, ou moins bien que nous. Renoncer à se comparer, etc., etc. La liste serait très longue, et à chacun d'entre nous de chercher là où nous sommes le plus sensibles. Chacune de ces renonciations ne peut pas du tout se faire simplement comme ça en faisant semblant, parce que ça ne donne aucun résultat. Ça nous demande véritablement un changement profond. Et chaque fois que nous le faisons, chaque fois que nous avançons, nous pourrions croire qu'enfin nous avons résolu le conflit, que nous y allons y échapper. Mais le conflit est incessant. Parce que dès que nous avons réussi une étape d'harmonisation, l'énergie de volonté impulsée par l'âme nous pousse toujours plus avant dans l'histoire de l'évolution, nous confrontant ainsi à l'étape suivante, c'est-à-dire une nouvelle confrontation, un nouveau conflit, auquel faire face par de nouvelles renonciations, et ainsi de suite jusqu'à l'unité. Ça ne cesse pas tout de suite. Ça ne cessera que lorsqu'on sera vraiment dans un vécu d'unité totale. Que devient le conflit lorsqu'on passe à la deuxième expression de la volonté, c'est-à-dire dans l'aspiration? Comment vit-on donc le conflit dans cette phase-là? À partir du moment où on cherche plus à avoir pour être à tout prix, à partir du moment où nous avons renoncé à certaines attitudes de désir, le conflit va avoir tendance à s'estomper à l'extérieur pour investir le terrain de notre intériorité. En effet, lors de cette phase d'aspiration, nous découvrons de plus en plus l'âme que nous sommes. Et à partir de ce point, nous découvrons la conscience d'ensemble qui est l'apanage de cette conscience.
Et naturellement, la confrontation entre la conscience d'ensemble et la conscience individuelle toujours présente va se faire de peu à peu de plus en plus forte. Même si en théorie, nous sommes tout à fait d'accord pour devenir conscience globale. Mais la confrontation entre la théorie et la pratique fait partie de nos conflits importants. On pourrait dire que la montée en conflit va se faire progressivement, par étapes. Par exemple, lorsque tous les corps de la personnalité sont en éveil, et que la conscience de l'âme en est un point premier d'éveil, ça s'éveille faiblement. Il n'y a pas véritablement de conflit. La conscience de l'âme est considérée comme un plus, comme une nouvelle direction donnée à sa vie. Par conséquent, à ce moment-là, on vit très très bien sa vie ordinaire et en plus le petit plus de l'âme que nous avons et qui nous donne un nouveau sens. Si cette nouvelle conscience de l'âme s'exprime en une pratique spirituelle, elle va s'ajouter à la vie de la personnalité pour lui donner un nouveau sens. Et si elle s'extériorise en un engagement croissant vis-à-vis de la société et du monde, ça ne va pas venir contrecarrer le développement individuel. On peut même trouver alors, loin du conflit, une certaine harmonie et une complétude à sa vie personnelle. Donc on voit très bien que dans un premier temps, tant que nous vivons la découverte de l'âme, ça peut faire très très bon ménage encore avec notre vie individuelle, et donc on peut très très bien continuer à ça sans conflit. Mais lorsque plus tard, les corps de la personnalité sont pleinement en éveil, toujours, et que la conscience de l'âme est de plus en plus présente, de plus en plus en éveil, alors là, le conflit va apparaître. En effet, entre les corps de la personnalité et l'âme, surgit un conflit de valeurs. La personnalité cherche toujours à développer son bien-être, son bonheur, son plan de vie, alors que l'âme n'a pas de plan de vie personnel et cherche uniquement à participer à un plan de vie collectif. Pendant longtemps, cette contradiction est vécue d'une manière non conflictuelle, simplement comme une contradiction, considérée comme un défaut de fonctionnement à résoudre un peu plus tard. Voilà. Mais on note que c'est pas confortable, c'est une contradiction. Puis, troisième phase, la contradiction entre les deux mondes va devenir incohérence. Et là, on vit de plus en plus mal le fait de penser en termes d'ensemble et d'agir encore d'une manière tellement personnelle. Et là, on peut véritablement parler de conflit intérieur. L'intolérance à l'incohérence est le principe de conflit à l'œuvre dans sa dimension subtile. Alors, avant d'en venir aux renonciations inévitables pour résoudre ce conflit à terme, on va découvrir que là aussi, on va chercher différentes stratégies avant d'en venir aux renonciations. Par exemple, la personnalité va tenter de résoudre le problème en cherchant à penser de plus en plus à la collectivité, de s'occuper de plus en plus de la collectivité. Elle va chercher à être de plus en plus utile à la société, ce qui est très très bien. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que si la personnalité pense aux autres, il s'agit toujours de ses projets pour les autres. Même si elle s'efforce de penser à la communauté, ce sont toujours ses propres projets pour le monde, et non ceux de l'âme, qui elle s'efforce de ne mettre en œuvre que le plan global pour l'ensemble. Un plan personnel, une volonté personnelle, même si cela concerne le bien des autres, c'est toujours un état de conscience personnel. Alors, cette stratégie représente en tout cas un apprentissage très important pour l'humain en aspiration. Ce n'est pas à éviter. Ne perdons pas de vue que les échecs, les impasses, font partie des meilleures leçons indispensables à la progression de chacun. Tant que nous n'avons pas essayé une solution potentielle, nous ne savons pas véritablement ce qu'elle vaut. Donc, à faire. Pour en revenir aux différentes stratégies, on pourrait dire que d'autres personnalités songent à résoudre le problème en réduisant la personnalité à 3 fois rien, à la nier complètement au profit de l'âme. C'est la stratégie, par exemple, de certains mystiques. Mais c'est une impasse. Comment l'âme pourrait-elle s'exprimer dans ce monde si elle n'a pas à sa disposition une personnalité efficace et performante? Encore une fois, corps et âme ont besoin d'être pleinement en éveil tous les deux. Donc, comme nous le voyons, le conflit entre l'âme et la personnalité est bien présent et ne se résout pas par une simple collaboration, mais va nécessiter un transfert de volonté. Il va être nécessaire de passer de la volonté individuelle à la volonté essentielle, c'est-à-dire de passer du plan personnel au plan global. Alors, que faire? Renoncer. Renoncer à l'importance personnelle. Lorsqu'on est confronté à ce type de renonciation,
Méditer sur ces deux mots, importance personnelle, nous emmène très loin, même si ça paraît pas du tout a priori. Ça nous emmène bien au-delà de ce qui pourrait apparaître au premier abord. Parce que ça nous amène à renoncer progressivement à tout ce qui a été notre but depuis de nombreuses vies, à savoir la construction d'une personnalité autonome, affirmée, efficace, capable de rendre de nombreux services autour d'elle. Ce but momentané, il va falloir y renoncer. Même si, évidemment, il ne s'agit pas du tout dans ce renoncement de supprimer la personnalité, de renoncer à la personnalité, ni même de renoncer à ses compétences, puisqu'elle est l'outil indispensable de l'âme. C'est là où il faut faire vraiment la différence entre ce qu'est la personnalité et nous, notre sentiment d'importance personnelle, qui va devoir se muer en importance de groupe, en importance d'ensemble. Donc, il va s'agir de l'effacement de la volonté individuelle au profit de la volonté globale. Alors bien sûr, pour des personnes qui n'ont pas encore construit complètement une personnalité efficace et reconnue, ça peut sembler simple à réaliser, oui, mais c'est souvent parce que leur volonté n'a pas encore atteint un plein déploiement. Pour ceux qui l'ont réalisé, la renonciation est vraiment de taille. D'ailleurs, à un niveau supérieur, c'est un autre type de renonciation, puisque c'est lorsque le Christ a dû renoncer de l'âme à l'esprit. Mais ses dernières paroles sur la croix, ça a été « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Nous pouvons reprendre à notre propre niveau, humble niveau, à un autre tour de la spirale, bien sûr, ces mêmes paroles. Ce que nous devons apprendre, c'est ça, pour renoncer à l'importance personnelle. En nous adressant à l'âme, c'est que ta volonté, ou en nous adressant à l'ensemble, que la volonté de l'ensemble soit faite et non la mienne. Et c'est pas facile du tout. C'est intéressant de voir que nous retrouvons aussi cette idée de renoncement à l'importance personnelle dans la première loi de l'âme, et qui va prendre là tout son sens. En effet, cette première loi de l'âme stipule que l'être humain doit apprendre à renoncer à ce qui est individuel au profit de ce qui est collectif, et qu'il ne doit pas le faire dans une attitude de sacrifice dramatique, mais dans une attitude de don joyeux. Se donner, s'offrir à l'ensemble, parce que c'est réellement créateur de joie sur terre. C'est ainsi qu'il faut entendre la renonciation, et ne pas l'entendre d'une manière dramatique qui met l'accent sur ce qui disparaît. Renoncer, c'est se donner. Renoncer, c'est s'offrir à l'ensemble pour participer à son évolution. Et c'est pourquoi le principe de conflit est créateur. Ah, en quoi le principe de conflit est-il créateur? Pour le comprendre, il faut réaliser que tout conflit, toute confrontation est la rencontre des polarités, la rencontre des opposés complémentaires. C'est cette confrontation entre les opposés complémentaires qui devient créatrice d'une nouvelle voie. Nous en avons par exemple l'exemple avec la sexualité et le couple. La rencontre des deux polarités donne naissance à un nouvel être. C'est de cette rencontre des opposés complémentaires dont il est question quand on parle de confrontation en nous, à l'intérieur de nous. Comme on l'a vu tout à l'heure, nous sommes faits de deux polarités, l'âme et la personnalité. Et c'est de la rencontre entre ces deux polarités que peut naître une créativité extraordinaire pour chérir le monde et servir la vie. À nous de transformer l'incompatibilité apparente du début, les frottements, les contradictions, en une coopération fertile et créatrice. C'est pas un hasard si l'union entre l'âme et la personnalité est appelée en ésotérisme le mariage dans les cieux. Nos expériences de couple sont d'ailleurs un apprentissage intéressant pour résoudre les conflits et trouver l'harmonie par le conflit entre les paires d'opposés. Voyons cela. Au début de la rencontre entre deux personnes amoureuses, il y a très rarement du conflit, car chacun ne voit que le meilleur dans l'autre et uniquement ce qui l'attire, et pas du tout ce qui pourrait le contrarier. Puis, au bout de quelque temps, des contradictions et des frottements apparaissent. C'est normal, parce que chacun arrive avec son passé. Chacun arrive avec son organisation de vie individuelle. Et le défi d'un couple, ce n'est pas d'additionner deux individualités, mais de les fondre dans une nouvelle unité. Que de renoncements! Et souvent, on ne le réalise pas. Et comme à chaque fois qu'il y a des renonciations dans l'air, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer des stratégies pour éviter le conflit ou le résoudre superficiellement, comme nous l'avons déjà vu
tout à l'heure. Tout ça pour ne pas en venir trop rapidement au renoncement. Alors la vie de couple peut alors s'organiser de différentes manières. Encore une fois, quelques exemples. Par des compromis et des concessions mutuelles sans cesse renouvelées. Ou bien en partageant bien les tâches ou les compétences du couple en deux, ce qui évite de se marcher dessus. Ou bien chacun peut décider de vivre comme il l'entend, ce qui aboutit souvent à des couples qui vivent en parallèle, ne se rencontrant pas véritablement, et donc ne produisant pas une créativité nouvelle. Ou bien, et c'est très courant, l'un des deux peut carrément dominer l'autre, ce qui est aussi, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une manière de résoudre le conflit, puisque l'un des deux a toujours raison, ou en tout cas a rarement tort. D'ailleurs, c'est une des vieilles méthodes que les humains ont appliquées dans la plupart des sociétés pour résoudre les conflits familiaux. L'homme a inventé ça parce que c'est vraiment pratique. Comme il est le chef de famille, il décide. Point. Heureusement, ça a de moins en moins cours de nos jours, car cet évitement de conflits institutionnalisés n'est d'aucune utilité pour apprendre à résoudre les confrontations par le haut et pour faire naître une solution créatrice. Partout dans le monde, de nouvelles relations hommes et femmes sont en train de se mettre en place et elles sont véritablement à mettre en place d'urgence. En effet, une société dans laquelle l'homme et la femme ne sont pas strictement à égalité ne peut pas produire de nouveaux modèles. Et peu de gens le réalisent, mais c'est une des catastrophes principales pour beaucoup de pays dans le monde actuellement qui maintiennent la femme dans un état d'infériorité. Tant que les deux ne sont pas à égalité, on ne peut pas produire un nouveau modèle. On en reste forcément à des modèles anciens. Et c'est vraiment antiproductif par rapport à l'évolution. Il faut voir que les sociétés, dans un très très lointain passé, ont toutes été à l'image de la femme. Et puis que, plus récemment, elles sont maintenant complètement à l'image de l'homme. Mais le renouveau que nous attendons tous, il viendra d'une société entièrement conçue par l'harmonie des deux. Encore une fois, pour qu'une créativité puisse apparaître, il est indispensable que les deux polarités abordent la confrontation à forces égales. Sinon, il y aura toujours un qui domine l'autre, et ça ne marchera pas. La solution est donc dans la reconnaissance profonde de la spécificité de l'autre. Dans un organisme comme le nôtre, par exemple, les organes ne sont pas du tout en conflit, parce que chacun remplit son rôle, chacun a sa place. Lorsque dans un couple, comme chacun dans une famille ou dans une société, chacun reconnaît pleinement l'autre comme un des organes de l'organisme, alors quelque chose de nouveau apparaît, parce que les deux se fondent en un, et un nouvel être apparaît. C'est vraiment l'idéal du couple que nous avons tous à travailler. Un couple se doit d'inventer une nouvelle vie à deux, afin de créer une harmonie forcément fragile. Et lorsque l'harmonie est enfin trouvée, il ne s'agit pas de se reposer, car la vie, comme nous l'avons vu, nous propose toujours le pas d'après. Et donc, harmonie d'un jour ne veut pas dire harmonie toujours. Mais nous le voyons bien dans notre société actuelle, même si les choses progressent, la difficulté est grande et les conflits nombreux. Et il n'est pas toujours aisé de renoncer à une position de force ou à une position dominante, même si intellectuellement on le conçoit très bien. On le voit très bien actuellement avec les rapports hommes-femmes dans notre société, avec une difficulté d'harmonisation, même chez ceux qui intellectuellement sont complètement d'accord avec ça. Et là on voit vraiment, comme je disais tout à l'heure, la grande différence entre la théorie et la pratique. C'est vraiment donc quelque chose que nous avons vraiment à travailler dans notre civilisation actuelle. Et ainsi nous pourrons être la démonstration qu'aucune civilisation ne peut progresser maintenant s'il n'y a pas cette avancée à deux. De même que personne dans sa vie ne peut avancer plus loin que la personnalité si on n'avance pas à deux, âme et personnalité conjointement. C'est vraiment l'un est à l'image de l'autre. C'est là vraiment le défi de l'évolution. Si on ne réalise pas, vous voyez, ce qu'amène le principe de conflit et la créativité extraordinaire qu'amène la fusion de ces deux polarités, on ne peut pas du tout imaginer ce que sera la société de demain issue des pensées conjointes de l'homme et de la femme, du yin et du yang. Comme vous le voyez, on a là une toute autre vision du conflit. On a l'habitude de considérer le conflit comme une tare de l'humanité. Et chacun aspire dans sa vie, et puis d'ailleurs dans la vie planétaire, à pouvoir vivre tranquillement, posément, sans conflit d'aucune sorte.
Si jamais cela devait arriver, ce serait assurément la fin de l'humanité. Tant que l'humanité n'est pas arrivée à la troisième expression de la volonté que nous avons appelée la direction, toute paix lui serait préjudiciable, car elle aurait tendance à ne plus progresser, à s'installer, à refuser finalement la route ou à passer à côté de la route que le principe de volonté, le plan planétaire, lui propose de faire. Ce serait vraiment anti-évolutif. Il faut donc bien se rendre compte, malheureusement, d'une certaine manière, que nous ne sommes pas prêts pour la paix. Parce que nous ne comprenons pas réellement ce qu'elle est en tant qu'harmonie parfaite, en tant qu'harmonie des polarités. Parce que actuellement, nous, la paix, nous la considérons simplement comme absence de conflit, absence de confrontation, tranquillité, et cela n'est pas souhaitable. Bon, naturellement, ça ne signifie pas que nous devons tous rester en guerre. Il est en effet souhaitable que les peuples du monde apprennent à vivre en paix. C'est évident. Mais comme nous l'avons vu tout à l'heure, chaque fois que le conflit déserte un terrain extérieur, il se déplace vers un terrain peut-être apparemment moins violent, apparemment, pour finalement s'intérioriser. Mais n'est-ce point à l'intérieur que les conflits sont les plus durs à vivre, seul avec soi-même? À réfléchir. Finalement, le conflit est toujours là, et nous aurons toujours affaire à lui, car tant que nous n'avons pas atteint l'état d'harmonie parfait, c'est la seule manière pour nous de progresser. C'est la seule manière de répondre à ce que la volonté fondamentale nous propose. L'humanité doit apprendre à travailler quotidiennement avec ce principe de conflit, animé par les trois idées fondamentales que sont les trois mots crise, tension, émergence. Crise, tension, émergence. Nous avons vu lors de la première conférence de l'année que chérir le monde, c'était aussi reconnaître qu'il était un chantier école. Cette école de vie nous présente régulièrement des situations qui nous font croître en conscience, parce que nul n'apprend s'il reste dans l'aveuglement. Ainsi, la route évolutive, impulsée par la volonté divine, nous propose régulièrement des carrefours, des choix, qui ne sont rien d'autre que des points de crise. Et comme nous l'avons vu, les manières d'aborder les crises sont multiples, et nous pouvons choisir pendant des années de passer à côté, en faisant mine de ne rien voir. Mais tôt ou tard, la crise s'imposera à nous, sous forme de confrontation, de conflits extérieurs ou intérieurs, voire sous forme de maladie. Et quand on y est confronté, c'est alors qu'une tension grandit entre les paires d'opposés, quand on accepte le conflit et qu'on le voit. La tension grandit entre ces paires d'opposés. Et là encore, la maturation de cette tension peut prendre plus ou moins de temps, selon la façon dont nous l'abordons, jusqu'au moment où quelque chose lâche, quelque chose en nous renonce, et fait émerger une solution de vie nouvelle. Crise, tension, émergence. Il faut bien réaliser que si à un moment donné nous faisons retomber la tension par confort, par envie de tranquillité, alors il n'y aura pas de mariage des opposés, et donc pas d'émergence d'une créativité nouvelle. Et nous serons alors confrontés d'une manière récurrente au même problème. Mais qu'importe, jusqu'au moment où à nouveau on mènera l'attention jusqu'au bout, et forcément il émergera quelque chose. On ne peut pas y échapper. Si l'attention est poussée vraiment jusqu'au bout, l'émergence d'une nouvelle compréhension apparaît forcément. À noter aussi que ce n'est pas forcément du jour au lendemain, que top, quelque chose émerge, ça y est, j'ai la solution. Non, non, ça peut prendre du temps pour que cela s'intègre. Et la plupart du temps, c'est effectivement nécessaire. Et ça s'instaure dans notre vie. Et c'est quelquefois avec un petit peu de recul qu'on se dit, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui a émergé. Alors cette émergence, elle oriente nos choix dans une direction jusqu'à un nouveau carrefour qui nous proposera un nouveau choix, une nouvelle tension, et la poursuite du chemin vers l'objectif vers lequel nous sommes poussés depuis l'origine. Alors beaucoup de choses pourraient être dites sur l'aspect créateur du principe de conflit et sur tout ce qu'il permet de faire émerger. Par exemple, on pourrait dire beaucoup de choses au sujet de l'art, dans lequel la confrontation entre l'inspiration subtile et la matière dense finit par fusionner pour produire ce que nous appelons la beauté. Mais nous allons plutôt prendre un exemple dont l'importance est très actuelle et qui va croître sans cesse dans les années qui viennent et qui nous concerne tous. Actuellement, l'énergie de volonté, comme nous le voyons, prend de plus en plus d'importance et l'humanité y est de plus en plus sensible.
De plus en plus d'humains cheminent le long de la courbe d'évolution, en cherchant à répondre, plus ou moins consciemment, mais au plan d'ensemble de la planète Terre. Comme nous l'avons vu, cette confrontation à cette direction commune amène des conflits auxquels chacun s'efforce de répondre dans sa propre vie, amenant progressivement une renonciation à l'individualisme. Le conflit entre ceux qui ont tout et ceux qui ont peu, entre l'égoïsme et l'altruisme, provoque de plus en plus de tensions dans le monde. Cette tension n'est pas encore assez forte au niveau mondial, mais elle va grandir dans les décennies à venir, jusqu'à parvenir au point d'émergence qui devrait faire apparaître un principe fondamental, un autre, le principe de partage. Le principe de partage. Alors on pourrait dire que c'est pas nouveau, en conscience de masse, le partage existe. Oui, ça c'est évident, le partage existe. Mais c'est un instinct naturel. C'est une espèce d'instinct parce qu'en conscience de masse, chacun se sait au sein d'une petite communauté, dans une espèce d'interdépendance naturelle les uns avec les autres. C'est pas quelque chose qui est choisi. Et puis, dès qu'on passe en conscience individuelle, tout ce qui appartient à l'ensemble, qu'on appelait autrefois les communaux, tout cela a été entièrement privatisé. Il faudra bien concevoir donc que le principe d'harmonie par le conflit, avec les renonciations que cela va nous demander, va nous mener progressivement vers un nouveau partage conscient et universel. Il faut bien voir que ce grand principe de partage est un des aspects fondamentaux de la loi d'amour. Plus nous progressons dans l'harmonie au-delà des confrontations, et plus le principe de partage nous apparaîtra comme une nécessité indispensable. Bon, ça prendra beaucoup de temps et de renonciation à avoir plus avant que ce principe ne s'impose. Mais ces dernières années, nous le voyons apparaître timidement. Au quotidien, bon, c'est presque un gag, mais il en est parfois question et de plus en plus dans le partage des tâches ménagères, en entreprise, dans le partage du management, dans le partage de l'utilisation d'objets, partage de voitures, partage d'appartements, de jardins, de vélos, etc. Pour une génération nouvelle habituée à tout partager sur les réseaux sociaux, ce mot s'impose de plus en plus. Et puis, nous voyons poindre la proposition d'un salaire universel qui pourrait être effectivement une espèce de prémisse d'une notion de partage qui serait naturellement beaucoup plus large. Cette notion de salaire universel, c'est peut-être un des points majeurs qui va être accéléré, qui va peut-être émerger grâce à la crise qui nous est proposée par la pandémie. La tension, comme nous pouvons le voir depuis un an, est de plus en plus forte. On n'y échappe pas. Elle va continuer. Et l'émergence créatrice d'une vie nouvelle ne manquera pas d'émerger ou d'apparaître sous une forme ou sous une autre. Ce sera très intéressant de voir laquelle. Voilà pourquoi, vous voyez, ce principe de conflit est créateur et qu'en particulier, si on le mène jusqu'à bout en tant qu'humanité, il va véritablement nous apporter cette notion de partage, donc un vécu d'amour et un progrès dans cette vibration d'amour. Alors, en voyant l'importance que revêtent ces deux énergies, de volonté et d'harmonie par le conflit, on comprend aisément la puissance de l'énergie taureau que nous allons vivre ce mois-ci, puisqu'elle nous propose de vivre ces deux principes. Dans l'énergie taureau, nous trouvons la volonté et le principe de conflit. Et c'est pour cela que l'énergie taureau est considérée comme une impulsion de créativité fondamentale pour le reste de l'année. L'énergie taureau occupe l'essentiel du mois de mai. Et lorsqu'on dit, un vieux proverbe, en mai, fais ce qu'il te plaît, on a tout de suite une idée de la dualité fondamentale que le taureau nous présente. En mai, fais ce qu'il te plaît, s'opposant avec le plan global, qui est tout sauf faire ce qui nous plaît. Donc vous voyez, c'est un mois important pour nous confronter à notre approche de la volonté fondamentale et à tous les conflits que ça peut entraîner naturellement dans notre vie. Le point culminant de notre participation se situera au moment de la pleine lune, qui aura lieu mardi prochain, le 27 avril, à 5h30 du matin. Cette pleine lune du taureau, traditionnellement appelée la fête du Vésac, c'est le moment fort pour recevoir en tant que groupe de méditants, j'insiste bien sur la notion de groupe, les impulsions, les principes en lien avec la volonté globale. En effet, ces énergies ne peuvent en aucun cas se manifester sans l'intermédiaire de l'humanité. Voilà pourquoi ce moment est tellement important pour nous resituer en tant que récepteurs, traducteurs
et acteur de ces énergies. Naturellement, quand je parle de groupe, je ne parle pas de la nécessité de se regrouper tous physiquement, mais de méditer en se reliant tout le groupe des méditants, à tous les chercheurs, parce que nous formons ainsi une antenne collective, et c'est cette antenne collective qui peut être réceptive, traductrice, et enfin chacun d'entre nous pourrons mettre tout cela en œuvre dans notre vie. Eh bien, je vous propose de méditer sur tout cela. Nous commençons donc par nous relier au centre frontal, en imaginant que notre respiration se fait à ce niveau-là. Le centre frontal est le centre de la personnalité. Il est donc extrêmement important puisque c'est le centre qui rentre en polarité avec le centre coronal. Tout à l'heure, j'évoquais le mariage dans les cieux, c'est le rapport entre le frontal et le coronal, entre la personnalité et l'âme. Puis nous cherchons à nous relier à l'âme que nous sommes en passant par l'intérieur de la tête. Nous cherchons bien sûr à percevoir les qualités de lumière que nous sommes, la qualité d'unité, et puis ce soir, nous cherchons tout particulièrement à nous relier à la qualité de volonté. L'âme en nous connaît le plan. En tant qu'âme, naturellement, nous ne méditons pas seuls, et nous nous relions à tous les méditants du monde, et peut-être plus particulièrement à tous ceux que nous connaissons. Et nous sommes tous reliés par ces trois énergies fondamentales, la lumière, l'amour et la volonté. Nous allons faire une méditation dans laquelle la personnalité va activement participer.
En renonçant à l'importance personnelle, nous devenons une personnalité qui se joint à l'âme. Le couple se reconstitue. Les deux sont un pour répondre aux objectifs du plan. C'est comme si âme et personnalité se déployaient ensemble en une grande antenne, comme une grande fleur qui se déploie, en se hissant au plus haut possible. Alors tous ensemble, nous cherchons à demeurer ainsi quelques instants pour être en état de recevoir les énergies qui pulsent, les énergies de rayon 1 à l'œuvre. Alors tous ensemble, en insistant sur l'expire, nous laissons toutes ces énergies passer à travers nous, en direction du réseau éthérique planétaire. Nous sommes simplement les transmetteurs de cette énergie perçue.
C'est notre rôle pendant les 2 mois à venir. Bien, nous nous reconcentrons au niveau du frontal. On revient bien dans l'ensemble du corps.